Oui, président Ruggiero Di Pace. Oui, Ruggiero Di Pace. Je suis correspondant de la radio suisse et italienne et président du CAP. Mais je m'excuse, je suis arrivé en retard et peut-être mes questions, vos réponses, vous avez déjà répondu à ces questions. Dans ces cas-là, vous pouvez l'ignorer. Mais je voulais vous demander, il y a 30 ans, vous étiez pratiquement un adolescent. J'étais 30 ans plus jeune. Voilà. Vous avez 19 ans, 18, 19 ans, n'est-ce pas? Donc, je voulais savoir aujourd'hui comment vous jugez, disons, la fuite de votre père et aujourd'hui, comment vous pensez de préparer, alors que votre père n'a pas pu, n'a pas eu les moyens, de préparer une opposition si large avec des compagnons de voyage, pour le dire à la façon marxiste, un peu quand même bizarre, sinon pas dangereux pour vous aussi, pour votre avenir. Vous savez, il suffit de regarder la génération actuelle en Iran. Peu importe les divergences politiques, l'important c'est qu'on se retrouve aujourd'hui tous dans la même galère, si j'ose dire. Nous avons un élément de menace commune. Nous avons tous à faire face à un ennemi commun qui s'appelle le régime islamique qui aujourd'hui règne dans notre pays. L'opposition démocratique laïque en Iran est éparpillée sur toute une panoplie de tendances et de divergences. Il y a des gens de gauche, des gens de droite, des monarchistes, des républicains. C'est le pluralisme, dans le vrai sens du terme. Mais nous avons, dans un sens de consensuel, un but commun, où nous sommes tous partisans. Nous voulons tous, en tant qu'alternative, trouver une formule d'un régime parlementaire démocratique et laïque. C'est là, je pense, où vous trouverez le point d'accord entre toutes ces tendances. Donc, au fait, nous parlons de 3 phases. Nous parlons d'une phase qui est la phase actuelle de notre combat pour nous débarrasser de ce régime. Nous parlons ensuite d'une phase de transition où il faudrait préparer le changement et éventuellement le vote final de la société qui déterminera l'avenir du pays. Donc aujourd'hui, nous sommes en période où un mouvement qui peut être coordonné, fédéré entre toutes ces forces, en tant qu'un projet national, c'est-à-dire un projet qui dépasse les positions idéologiques ou sectaires de tel ou tel groupe, si vous voulez, nous unit sous ce thème. C'est le thème de base pour l'opposition démocratique iranienne aujourd'hui. Peu importe les divergences du passé, aujourd'hui nous sommes tous dans cette même vision et dans cette même direction. Donc au fait, je peux vous faciliter la chose en disant, il y a une seule marge qui existe, ceux qui sont avec ce régime et ceux qui ne sont pas avec ce régime. Et tous ceux qui ne sont pas à ce régime sont de facto ensemble dans le même camp. Alors, moi ce que je propose, et ce que j'ai proposé, et qui fait partie de notre stratégie, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit avant tout de discuter de l'importance de pouvoir faciliter cette transition. Donc l'unité d'action se base sur ce thème commun. Je pense qu'on peut envisager que dans cette période de transition, un gouvernement provisoire qui sera formé pour, de toute façon, gérer les affaires du pays entre-temps, qui devrait être, à mon avis, équilibré dans le sens où toutes ces représentations politiques puissent s'y retrouver, de manière à ce que nul ne se sent en dehors de cette question, et en même temps, immédiatement préparer la situation de pouvoir élire une assemblée constituante, une assemblée constitutionnelle, qui s'attardera sur la rédaction de notre prochaine constitution, y compris tous les débats qui doivent se faire sur toutes les questions qui pourraient se poser, et finalement, en dehors du contenu du régime, voir la forme finale que le régime pourrait prendre. Donc, au fait, vous avez des exemples possibles qui a été cité au début. Ça peut être dans un contexte d'un régime de monarchie parlementaire ou de république parlementaire. Une fois que le débat sera fait, finalement, les Iraniens se décideront, après tout, laquelle formule ils adopteront. Un référendum national confirmera, si vous voulez, le résultat de ce débat. Nous aurons à ce moment-là une décision prise. Et à ce moment-là, la première Assemblée nationale pourra être formée et le premier gouvernement démocratique laïque du futur sera formé. Je vois un peu les étapes de cette manière. Donc pour revenir là où on en est maintenant, il s'agit de mener cette campagne de désobéissance civile avec, je l'espère, le soutien de la communauté internationale pour faire pression aussi bien de l'extérieur et de l'intérieur sur ce régime, en évitant d'autres scénarios plus fâcheux de confrontation et d'essayer d'arriver à cette transition avec le moindre de confrontation et de violence possible. Vous ne mettez pas, excusez-moi, en position de retour au régime du Shah,
n'êtes pas presse héritier, vous présentez une presse héritier. C'était une autre période, d'autres circonstances, d'autres problèmes. Nous parlons aujourd'hui d'une situation où c'est plus la période de la guerre froide, c'est un autre monde, il y a d'autres circonstances à penser. Chaque génération a ses propres, comment dirais-je, predicaments, circonstances. Et donc, je ne pense pas que c'est une question de régression, mais de progrès. Au fait, la seule chose qui a été une régression est ce qu'on a voulu appeler une révolution en 79. Mais au fait, ce n'est pas une révolution, c'était une régression. Nous, on veut aller de l'avant. Ce qui est important, c'est en tout cas, d'un point de vue de vision historique, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes leçons à tirer. Je pense que cette révolution, peut-être ça pourrait vous choquer de m'entendre le dire, mais c'est peut-être un blessing in disguise. Ça nous a éveillés. Ça nous a permis, après 14 siècles de tradition religieuse dans notre pays, de ne plus penser que parler de la religion est un sujet tabou. La question de parler de la laïcité en Iran aujourd'hui est devenue aussi facile que de boire un verre d'eau. Ce n'était pas le cas avant. C'est toute une mentalité qui a changé. Il y a eu toute une formation d'esprit qui s'est formée. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on pensait à l'époque que les divergences sont uniquement réservées à une différence de point de vue idéologique, je dois vous dire que c'était un manque de culture politique qui est à la base des problèmes. Nous étions peut-être en train de nous développer sur le point de vue économique, industriel, mais au niveau politique, au niveau intellectuel, de pensée moderne, on n'en était pas encore là. Aujourd'hui, on est beaucoup plus proche. Cette génération d'aujourd'hui est certainement la mieux équipée pour la comprendre. Ça, c'est une évolution fondamentale et absolument nécessaire pour qu'une démocratie réelle puisse s'incorporer dans un pays tel que l'Iran. Et quand je compare mon pays à d'autres pays islamiques de la région, il n'y a pas de comparaison. Parce que nous avons eu le droit à avoir affaire avec un régime de théocratie religieuse. La dernière fois où ceci a été produit, n'était-ce pas à l'époque de l'Inquisition en Europe ? Et cette fois-ci, on a droit à une inquisition de nature islamique. Donc je trouve que mon pays est le berceau d'une renaissance post-inquisition islamique qui nous permettrait à la fois de mettre en cause l'importance de ce que veut dire avoir un système laïque, qui ne veut pas dire qu'on se tourne contre la religion, pas du tout. La religion a sa place. On peut être religieux et laïque en même temps. Il n'y a pas de contradiction. Mais l'importance de la laïcité dans un système, pour qu'il y ait une vraie démocratie, aujourd'hui se comprendrait nettement mieux qu'à Téhéran que dans toute autre capitale musulmane de la région. Ça, je peux vous le garantir. Ce qui est important pour nous, c'est que cette évolution qui avait commencé au début du siècle, en 1906, qui n'a pas pu se maintenir peut-être parfaitement et qui a eu des dérapages, et qu'on n'a pas pu tenir, en tout cas en ce qui concerne les libertés politiques, qui n'était pas le cas vers la fin. Aujourd'hui, on peut regérer tout ceci, mais avec une compréhension beaucoup plus approfondie, avec un point de vue philosophique peut-être un peu plus profond, mais surtout avec une nouvelle attitude et comportement qui n'existait pas à l'époque. Même à travers l'éducation, même à travers ayant créé une nouvelle classe ou classe moyenne, ce n'était pas suffisant. Or, je pense qu'aujourd'hui, les Iraniens ont été vaccinés dans un nouveau sens. Il fallait qu'on attrape ce virus pour pouvoir maintenant avoir l'antivirus. C'est un élément très important dans l'évolution des nations. Aujourd'hui, l'Iran est beaucoup plus proche à cet avenir qu'elle ne l'a jamais été dans son histoire. Donc j'ai un aspect assez positif là-dessus. Reste à savoir comment justement faire un processus d'implémentation de toutes ces données pour y arriver le plus rapidement possible. Mirali Hosseini de Radio Farda, service persan de Radio Free Europe. Depuis quelques années, votre discours n'a pas changé. Vous avez dit que vous laisserez le peuple choisir le système de gouvernement ou de régime qu'il veut. Et aujourd'hui, la seule différence, c'est que vous vous adressez à une génération qui est aujourd'hui majoritaire dans le pays. Cette génération qui, il y a 10 ans, peut-être n'était pas politisée, aujourd'hui peut-être un peu. C'est une génération qui est quand même un peu méfiante vis-à-vis des politiques. Comment vous comptez vous faire aimer et admettre par cette génération? Est-ce que vous avez des moyens? Et si oui, est-ce que vous avez des retours de leur part? Je leur parle en quotidien et je dois vous dire que le plus grand soutien que je retrouve à l'intérieur du pays pour l'idée pour laquelle on combat, c'est justement dans cette génération.
Et c'est tout à fait naturel parce que je pense que c'est une génération qui a beaucoup souffert. C'est une génération qui a entendu leurs parents dire « Nous regrettons ce qu'on a fait, c'était une erreur, on a fait gaffe » et ils se demandaient alors « Mais pourquoi vous nous avez mis dans une situation pareille ?» C'est des gens qui recherchent aujourd'hui le fond du problème et qui ne s'attachent pas seulement au slogan. À l'époque de la Révolution, il faut dire que tout à coup, le pays a pris feu, on est tombé dans un engrenage. Beaucoup des révolutionnaires n'avaient même pas lu le livre de Khomeini sur Velayat al-Faqih. Très peu de personnes le connaissaient. Beaucoup des révolutionnaires me l'ont admis, ceux qui étaient opposés au régime de mon père. Cette jeunesse actuelle, malgré sa misère, malgré sa souffrance, malgré la répression, malgré la drogue et la prostitution, réfléchissent beaucoup plus que vous et moi, parce que leur avenir en dépend. Ils veulent vraiment trouver le fond de la question. Ils font vraiment une recherche approfondie. Et ces gens-là, je leur parle tout le temps. Parce qu'il est important de les entendre, il est important de les comprendre, il est important de leur faire savoir qu'ils ont tout le potentiel de réussite, mais qu'après tout, c'est dans leurs mains. Nous ne sommes pas là pour leur faire la morale, nous ne sommes pas là pour leur imposer quelque chose. Nous sommes là pour les aider, pour faciliter leurs tâches. C'est notre devoir, c'est notre travail. L'avenir dépend d'eux, elle leur appartient. Mais il faut les aider, il faut les encourager. C'est le but que je recherche, c'est la fonction que j'ai aujourd'hui. Et là, je ne trouve pas qu'il y ait un problème. Bien entendu, s'il y a plus de radios qui émettent plus de programmes, si on m'entend plus et plus encore, la communication sera beaucoup plus répandue, ça va sans dire. Heureusement qu'aujourd'hui, contrairement au jour où j'ai commencé, à l'époque où j'étais au Caire, où il n'y avait même pas de fax, mon premier message, je l'ai envoyé par Telex. Aujourd'hui, il me suffit de prendre mon BlackBerry et j'ai tout de suite un SMS ou même une fiche audio que vous retrouvez sur YouTube partout. On peut se communiquer beaucoup plus facilement aujourd'hui. Donc, il y a une volonté de communication et de dialogue, il y a une possibilité de communication et de dialogue. Je ne pense pas qu'il y ait un problème. Attendez, madame. Il y a un confrère. Abdallah Ben Ali, correspondant de Al Jazeera Net en France. Altesse, j'ai 3 petites questions à vous. La première, je voudrais savoir quelle est votre attitude par rapport au programme nucléaire iranien. J'ai bien compris que vous êtes contre, mais je voudrais savoir quel est le fondement de cette opposition à ce programme. Est-ce que parce que vous considérez que cette arme dans les mains du régime de Mullah constitue une menace pour l'humanité, ou c'est parce que vous récusez le droit de l'État iranien et de la nation iranienne elle-même de posséder cette arme? Ma deuxième question, c'est quels sont vos liens avec la principale composante de l'opposition iranienne en exil, le Moudjahidine du peuple? Est-ce que vous avez des contacts avec les monarchies ou les régimes arabes qui sont en hostilité apparente avec les régimes de Mullah en Iran? Merci. Vous me demandez presque d'écrire un livre, là, avec vos 3 petites questions. Je vais essayer d'être bref, parce que quand même, pour qu'on n'a pas tellement de temps pour dire tout. En premier lieu, sur la question du nucléaire, évidemment, pourquoi est-ce que le monde est inquiet? Ce même monde qui se faisait la course pour nous vendre la technologie nucléaire, avant ce régime, aujourd'hui sont les mêmes pays qui imposent des sanctions sur mon pays. Qu'est-ce qui a changé? Ce n'est pas le droit de notre nation qui a changé. On l'avait, c'est ce régime qui nous a causé sa perte. C'est la nature du régime, c'est le doigt sur la gâchette. Déjà par principe. Mais sur le fond de la question, est-ce qu'on peut envisager un monde dans lequel nous serons tous tranquilles si on a une course acharnée pour la nucléarisation à double sens de technologie militaire dans toute cette région? Est-ce qu'on peut s'imaginer un Moyen-Orient où tout le monde s'y met à construire leurs bombes? C'est inimaginable, ce serait irresponsable. Et je ne vois pas l'argument de défense qui intervient. Même à l'époque de mon père, où on aurait pu argumenter que le risque aurait été plus grand. Après tout, quand on passe par l'Union soviétique, qu'est-ce qu'on aurait pu faire en Iran avec une bombe atomique devant 3 ou 4 000 missiles soviétiques? Il n'y avait aucune logique qui pouvait justifier le fait d'avoir une double technologie. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi l'Iran a signé le traité de non-prolifération. Par conséquent, on a eu droit à avoir action à 10% dans la société Eurodif, qui nous aurait fourni comment on appelle ça, aidez-moi un peu. Voilà. Et donc, tout a changé, tout a basculé. Alors, ce régime ayant le potentiel d'avoir accès à une arme à destruction massive,
Ça explique pourquoi tout le monde aujourd'hui est nerveux. Sur l'énergie, ça, il faut se fier aux scientifiques. Est-ce que c'est beaucoup plus rentable aujourd'hui de se jeter dans cette direction, ou est-ce qu'on pourrait envisager d'autres sources de production d'énergie qui sont aujourd'hui beaucoup plus fiables, dans le sens où elles n'étaient pas peut-être à l'époque? On avait regardé toutes sortes d'énergies alternatives, par exemple comme le solaire ou autre, mais à l'époque c'était quand même des technologies coûteuses. Le nucléaire était moins cher que les autres, c'est pourquoi on a un peu regardé dans cette direction. Ensuite, il y a une question: est-ce que le pays s'y apprête? Pour avoir un réacteur nucléaire, il faut avoir accès à l'eau, il faut que ce soit une région non séismique, il faut que ce soit dans des endroits pas assez peuplés. Pour un pays comme l'Iran, combien de centrales nucléaires faudrait-il avoir? Vous faites le calcul, vous voyez qu'il y a très peu d'endroits dans lesquels on pourra avoir un réacteur. Avec quelle technologie en plus? Celle de Tchernobyl? Enfin, il y a d'autres questions qui se posent, c'est pas aussi facile d'y répondre. La question qui se pose, c'est: il faut gérer tout ceci. Mais moi, je ne vois pas dans l'argument immédiat une nécessité de vouloir jouer la carte du nationalisme en parlant du nucléaire, qui est une affaire de populisme, qui marche pendant certains temps, mais quand on y pense réellement, les Iraniens ont été sondés sur cette affaire. On leur a posé la question, j'ai vu ce type de sondage. 90% des Iraniens se sont prononcés en crainte que sous ce régime, notre pays serait menacé, dans le sens où ce régime insiste et force le monde à une réaction extrêmement radicale. Par raison de nature de ce régime. Les Iraniens aujourd'hui se sentent plus en danger et en inquiétude à cause du comportement et la politique actuelle de ce régime sur ce dossier. Ça n'a rien à voir avec le fait si l'Iran, en tant qu'un pays indépendant, comment dirais-je, avec sa souveraineté, et où n'est pas le droit. C'est un autre argument. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas mélanger les choses en même temps. Et finalement, si vous me rappelez votre dernière question, les relations avec les Moudjahidines. Les régimes arabes monarchiques. La question des Moudjahidines, au fait, retombe un peu sur eux-mêmes. C'est un sujet qui, quand même, il faut comprendre. Le dialogue intérieur de cette organisation ne se rapporte pas de même façon avec son dialogue extérieur. Ça a toujours créé un élément de doute sur les autres tendances politiques. Et pour cela, ils ont du mal à pouvoir s'intégrer un peu, si vous voulez, dans cette discussion globale. En plus, sans poser de préconditions dans l'avenir. Si la règle du jeu est respectée, s'il y a toute une transparence complète, s'il y a un renoncement à la violence et tout ceci, ça pourrait changer les choses. Mais jusqu'à présent, le comportement de ce groupe n'a pas permis à ce qu'ils puissent faciliter leur propre tâche à se rallier aux autres. Je ne pense pas qu'on a un problème avec la plupart des autres organisations, représentations politiques. En ce qui concerne les pays de la région, je ne vais pas citer de noms spécifiques, mais il est clair que l'inquiétude existe. Il est clair que la situation iranienne devient de plus en plus concernante. Et j'imagine que beaucoup de ces pays cherchent à leur tour aussi à trouver où pourrait être l'enjeu. Dans ce contexte, je maintiens le même dialogue que j'ai avec la communauté européenne, par exemple. Après tout, c'est le même principe. Et des pays de la région qui restent les plus concernés dans l'immédiat devraient s'y mettre aussi à leur tour. L'important, c'est de trouver une formule qui est acceptable au niveau international et qui, au fait, isole l'Iran plutôt que l'inverse. Et je pense que là, les formules restent les mêmes. Et je suis sûr que beaucoup de pays de la région pourraient aussi trouver un moyen de se prononcer sur ce sujet.